Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Lydia Merle, enseignante d'anglais et aussi membre de l'association AP10 91. Je suis venue vous parler aujourd'hui pour deux raisons principales. La première, c'est parce que dans le cadre de mon travail, je suis amenée à faire passer des certifications d'anglais de différentes sortes et à des étudiants non 10, mais également à des étudiants 10. Donc, ça implique des aménagements et je voudrais vous en parler. Et je suis ici également parce que au printemps dernier, donc au moment où les étudiants valident leur diplôme, nous avons été sollicités par deux étudiantes en grande souffrance car elles étaient bloquées à cause de leurs écoles qui donc leur imposaient une certification d'anglais pour leur délivrer le diplôme. Et sans cette certification, elles ne pouvaient pas obtenir leur diplôme et donc avancer dans leur vie, tout simplement. Donc, pour commencer, avant la première question de Laetitia, je voulais simplement rappeler quelque chose d'essentiel qui avait donc été traité très très bien par Véronique Bancel, donc il y a 2 ans maintenant, sur la difficulté de l'anglais pour les personnes 10. Une des raisons principales, il y en a beaucoup, mais pour que ce soit clair pour tout le monde, en fait, la raison principale, c'est qu'il y a très peu de lien entre l'oral et l'écrit dans cette langue. C'est-à-dire qu'une lettre peut être prononcée de différentes manières et à l'inverse, un son peut être écrit de différentes manières. Donc en fait, les 10 sont complètement perdus et les non-10 aussi, souvent, sur justement ce problème de manque de corrélation entre l'écrit et l'oral. Et le problème, c'est que l'anglais devient de plus en plus important, pourquoi pas, mais pourquoi est-il imposé? Il faudrait qu'on puisse quand même laisser la place à d'autres langues, puisque dans les exemples que je vais vous donner, on a par exemple le cas d'une des deux étudiantes qui était brillante dans d'autres langues et qui donc avait aussi une grande valeur à ce niveau-là, mais pas au niveau de l'anglais. Voilà. Donc, peut-être, Laetitia, Je vais poser ma première question. Est-ce qu'une certification permet une évaluation fiable du niveau de langue d'un étudiant? Donc, je répondrai non à cette question pour deux premières raisons, donc qui correspondent aux deux premiers points en dessous du mot non. Tout d'abord parce que on peut avoir des étudiants qui vont avoir un très bon score, souvent des étudiants non 10 en certification, mais en cours, on se rend compte qu'ils ont par exemple un niveau d'écrit très faible. C'est-à-dire que leurs phrases ne sont pas bien construites. Il y a de gros problèmes au niveau de l'organisation de leurs propos, alors qu'ils ont tout à fait réussi à remplir les cases nécessaires pour obtenir leur certification d'anglais. Et à l'inverse, on a parfois des étudiants qui ont des scores très faibles en certification, c'est souvent le cas des étudiants 10, alors que finalement, en cours, on se rend compte qu'ils savent très bien s'exprimer, surtout à l'oral, dans un niveau tout à fait satisfaisant. Et donc là, je vais prendre l'exemple de deux étudiants. Marion, c'est une des deux étudiantes qui nous avait sollicité. Donc elle, j'ai pu voir que son anglais était tout à fait correct. Et malgré cela, la certification qu'on lui demande, pour la certification qu'on lui demandait de passer, elle n'arrivait à obtenir que la moitié des points exigés par son bachelor pour donc obtenir son diplôme. Donc elle était vraiment très très loin du but, alors que elle avait un niveau correct. Et un autre exemple, Julien, c'est un de mes étudiants qui donc a passé une certification à la fin de sa 3e année de licence. Il a obtenu un score qui n'était pas complètement, enfin pas aussi bas que pour Marion, mais pas suffisamment haut par rapport aux exigences de certaines écoles qui demandent donc un certain niveau pour rentrer dans leurs écoles, ou bien par rapport aux employeurs également. Alors que j'ai revérifié les moyennes que je lui avais données et au semestre 1, au semestre 2, il avait eu 14 sur 20. Donc, s'il avait eu 14, c'est bien qu'il avait réussi beaucoup de choses. Et je tiens au mot réussir qui était donc employé juste avant par l'intervenante précédente. Donc, ce qu'il faut comprendre, peut-être avant d'avancer, c'est que finalement, qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui? C'est montrer que par rapport au thème de ces personnes qui sont invisibles, l'idée aujourd'hui, c'est de montrer, rendre visibles ces personnes qui ont souffert et aussi rendre visibles les solutions qui existent et qui sont méconnues.
Je reprends donc là où j'en étais en vous expliquant aussi que la certification est souvent incomplète. C'est-à-dire que normalement, pour évaluer un niveau de langue d'une personne, il y a minimum 4 compétences et parfois 5. On ne va pas rentrer dans les détails. Et ce qui se passe, c'est que les employeurs vont demander un score sans vraiment réfléchir à mais qu'est-ce qui est derrière ce score. Et en fait, on se rend compte que les 4 compétences ne sont pas toujours évaluées, c'est-à-dire la compréhension écrite, la compréhension orale, l'expression écrite et l'expression orale. Et bien souvent, manque l'expression orale là où nos 10 pourraient mieux réussir. Par ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que comme ce sont des certifications qui sont pour un nombre d'étudiants incroyable, ils sont obligés de faire un format d'épreuve qui implique la chose suivante, c'est ma dernière ligne, l'évaluation de la compréhension orale, par exemple, c'est-à-dire quand on entend un document et qu'on doit montrer qu'on l'a compris, en fait, l'évaluation de cette compréhension orale, elle passe par l'écrit. Ça veut dire qu'un étudiant 10 qui a du mal à lire rapidement, efficacement, va devoir passer par l'écrit pour montrer qu'il a compris quelque chose qu'il a entendu. Donc déjà, c'est compliqué par rapport à ça. Et en plus, ça implique une double tâche, c'est-à-dire que l'étudiant doit écouter et lire en même temps. Et on sait que pour un 10, c'est très difficile, voire impossible. Alors qu'ils connaissent la réponse. C'est-à-dire que si on leur demandait de retranscrire ce qu'ils ont compris suite à l'audio, ils pourraient nous dire bah, il s'est passé ça, il y a telle personne qui a parlé, etc. Sauf qu'on leur pose des questions sur un format qui n'est pas adapté. Donc, je pose ma question suivante. Quelle est la situation des étudiants 10 aujourd'hui face à ces certifications? Merci Laetitia. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet puisque c'est vraiment ce qui s'est passé au printemps avec les 2 étudiants qui nous a vraiment alertés. Donc, il faut savoir qu'encore aujourd'hui, donc certaines écoles d'ingénieurs et de commerce imposent un score minimum pour délivrer leur diplôme sans tenir compte des troubles 10. Donc, on a bien précisé certaines écoles d'ingénieurs et de commerce. Il faut saluer les écoles qui prennent en charge nos 10 pour trouver des solutions. Et on en parlera. J'ai pas entendu, Laetitia. Je dis et on en parlera. Mais donc, il faut savoir qu'il y a encore des écoles qui, finalement, on arrive à mon deuxième point, c'est surtout dû à un manque de connaissances. Donc, c'est la raison pour laquelle on essaye de rendre visible un petit peu les choses aujourd'hui. Manque de connaissances concernant quoi? Concernant donc les personnes 10, leurs troubles, leurs besoins, etc. Et aussi les aménagements possibles proposés par parfois les organismes de certification. Il faut pas non plus le nier. Hein. Les organismes de certification proposent des aménagements qui sont parfois méconnus. Hein. J'ai parlé récemment à une collègue qui m'a dit « Ah, mais moi, je ne savais pas qu'il y avait des aménagements possibles. J'ai fait passer la certification pour tout le monde pareil. » Voilà. Donc, l'idée, c'est de rendre ça un petit peu plus visible. Et pour le moment, il y a encore un manque de connaissances à ce niveau-là. Et puis, on va prendre un autre exemple. La situation d'Élise aujourd'hui, c'est le score impossible à atteindre que j'évoquais déjà tout à l'heure, car le format de l'épreuve est non adapté. Et là, je prendrais l'exemple d'une certification qui demande à ce que l'étudiant réponde à 200 questions en 2 heures. Il faut savoir qu'avant que ce test ne commence, ils doivent remplir un questionnaire qui dure environ 20 à 30 minutes pour des questions statistiques, etc. Et puis, si c'est un étudiant 10, il a voulu bien faire, il s'est dit, bah, je vais demander un tiers-temps parce que ça va m'aider à pouvoir me relire, revoir un petit peu les choses. Mais finalement, mis bout à bout, ça fait une épreuve de 3 heures. Alors qu'on est justement dans la situation d'étudiants qui se fatiguent énormément, qui au bout d'un moment n'ont plus de concentration possible, etc. Donc, on arrive à quoi? On arrive à des conséquences suivantes. Une maltraitance de la part des écoles, et je vais expliquer un petit peu l'histoire de Isma et de Marion à la fin de cette diapo-là. Ça implique aussi beaucoup d'argent dépensé parce qu'en fait, ces personnes, elles sont tellement bloquées qu'elles se disent mais il faut que je trouve une solution. Donc, cours particulier à raison de je sais pas combien d'heures par semaine. Finalement, on se rend compte que le temps passé pour gérer ces problèmes de certification avec l'université, par exemple, avec l'école, etc.,
plus donc ces cours particuliers, fait que le temps va être focalisé sur ce problème-là, au détriment d'autres matières qui sont aussi importantes pour réussir les autres examens, etc. Et puis, on en arrive parfois à des situations où on est obligé d'arriver donc au recours en justice. Et en fait, on se rend compte que c'est simplement parce que les textes ne sont pas appliqués, puisqu'on va voir très bientôt que des textes existent et qu'il faut les rendre plus visibles. Et pour ce point-là, je vais raconter l'histoire de Yann. Mais pour conclure déjà donc, sur la situation des 10 aujourd'hui, il faut garder en tête qu'à l'heure actuelle, dans la majorité des cas, la certification exclut les 10. Donc, je vais raconter un petit peu l'histoire donc de ces trois personnes. Donc, tout d'abord, concernant Yann qui a dû aller jusqu'au recours en justice, il faut savoir qu'il avait été dispensé d'anglais pendant l'enseignement secondaire dû à ses troubles, mais que il a ensuite été accepté en école d'ingénieur et qu'à ce moment-là, l'anglais a été à nouveau imposé à lui, avec l'obligation d'un score minimum d'une certification en anglais, pour pouvoir obtenir son diplôme d'ingénieur. Et il faut savoir que il a mis plusieurs années avant de pouvoir débloquer cette situation et obtenir enfin son diplôme d'ingénieur, sachant que pendant plusieurs années, il a dû travailler et être payé comme un technicien alors qu'il avait tout à fait le niveau ingénieur. Ça, c'était le premier cas. Je voulais rendre visible. Ensuite, concernant Marion, qui est la première étudiante qui nous a appelé à l'aide, on va dire, et on verra après, j'ai cité j'ai mis entre guillemets un message qu'elle m'avait envoyé sur WhatsApp à la fin de toutes ces péripéties. Donc, elle nous a contactés lorsqu'elle était en dernière année de bachelor, donc d'une école de commerce. Elle est dyslexique et dysorthographique et elle a obtenu donc la moitié des points nécessaires pour sa certification. Et j'ai pu lui proposer une autre certification qu'elle pouvait alors passer sur ordinateur à distance de chez elle avec un logiciel de surveillance adapté. Ce qui lui a permis de pouvoir avoir la possibilité de zoomer, par exemple, l'écran, de pouvoir faire des pauses, de pouvoir utiliser un brouillon et aussi d'être dans une situation beaucoup moins stressante. Ce qui lui a permis d'obtenir les scores nécessaires pour cette certification et donc pour l'obtention de son diplôme, sachant qu'elle était désespérée puisqu'elle était acceptée en master, mais qu'elle ne pouvait pas donc finaliser son inscription parce qu'elle n'avait pas obtenu encore son diplôme de bachelor, parce qu'elle était bloquée par rapport à son certificat. Je vais peut-être vous lire sa petite réponse. Donc, en fait, on a beaucoup échangé sur WhatsApp. On a essayé de la soutenir au maximum. Et lorsqu'elle a obtenu ses résultats et qu'elle nous les a envoyés sur WhatsApp, je l'ai évidemment félicitée. Et voilà ce qu'elle m'avait répondu. Donc, le témoignage de Marion. Quand vous m'avez récupérée, j'étais à bout de bras et vous m'avez soutenue. Là, on se rend vraiment compte de la souffrance de ces personnes qui sont complètement disqualifiées. Je reviens. Je peux laisser Oui, on va avancer peut-être parce qu'on manque un peu de temps. J'ai pas entendu. Je dis on va peut-être avancer parce qu'on manque un peu de temps. On va peut-être pas rentrer dans tous les exemples. Et donc, la troisième question, c'est y a-t-il des solutions par rapport à ces certifications? Y a-t-il des adaptations possibles puisque c'est la thématique de notre table ronde? Exactement. Donc oui, il y a des solutions. Donc je sais bien, je commence par un non, mais je finis par un oui. Il y a des solutions. Tout d'abord, ce qu'il faudrait, c'est vraiment appuyer la formation aux troubles des 10 des personnes qui sont en charge de ces certifications. Je pense en particulier aux référents handicap des écoles qui sont en lien direct avec les étudiants et qui peuvent les écouter, comprendre leurs besoins et voir quelle est la meilleure solution à leur apporter. Ensuite, les deux textes essentiels dont je vous avais parlé un peu plus tôt. Donc, il est important de rendre visibles ces deux textes qui sont une note de la CTI, la Commission des titres d'ingénieur. Je vais vous lire un petit extrait tout de suite. Attendez, c'est celui-là. Donc, il appartient au département des langues de l'école d'examiner. Alors, attendez, c'est un peu caché par juste un instant. Voilà. Dans le cadre de ce contrat d'adaptation, quelles sont les possibilités d'évaluation du niveau en langue les plus adaptées
en respectant l'esprit et les objectifs d'évaluation qui figurent dans le référentiel R et O. Et on propose 3 choix. On propose le choix d'un test proposant des protocoles en fonction des types de handicap. On propose des tests de niveau à réaliser sur certaines compétences seulement. Donc, par exemple, ça fait référence à ce que je disais tout à l'heure sur l'expression orale en fonction du handicap. Et l'évaluation du niveau de langue en interne. Pourquoi pas? Par les enseignants. Si aucun test externe n'est compatible avec les contraintes du handicap. Et je repasse juste avant. Voilà, on ça ne veut plus. Voilà. Hop, j'ai perdu mon truc en voulant aller trop vite. Excusez-moi. L'autre texte important, c'est donc l'extrait du projet de circulaire pour les établissements d'enseignement supérieur, validé par la commission scolarité de la CNCPH et plusieurs associations dont la FF10. Pour les candidats avec des troubles des fonctions cognitives, prévoir des dispenses ou des adaptations pour des certifications telles que le TOEIC ou le projet Voltaire, en s'appuyant notamment sur les contrats d'adaptation prévus actuellement par la CTI, le texte que je vous ai lu juste avant. Donc, on forme, on lit les textes et on les rend visibles, et ensuite, on applique justement les aménagements proposés en fonction de chaque étudiant 10, soit par l'organisme de certification, c'est ce qui avait marché, comme je vous l'ai dit, par Marine, soit par le remplacement de la certification par les résultats obtenus en classe et délivrés par l'enseignant qui connaît l'étudiant et qui peut prendre en compte les troubles de celui-ci et adapter la meilleure évaluation possible. Et c'est finalement, concernant l'exemple d'ISMA, c'est ce qui a finalement été possible, c'est-à-dire qu'après je trouve plus mes mots, l'intervention voilà, de la FF10, l'école a finalement accepté de prendre en compte les notes qu'elle avait obtenues pendant l'année, qui étaient de bons résultats, pour lui permettre d'obtenir son diplôme et pouvoir continuer son alternance, puisqu'elle était en bachelor en alternance et elle avait une promesse d'emploi qui, là encore, était remise en question par ce problème de certification d'anglais. Voilà, donc je peux m'arrêter là ou lire le résumé, ou c'est comme tu veux, Laetitia. Tout à fait, tu peux lire le résumé. On peut voir 3 points essentiels. Attention, les certifications de langue ne sont pas fiables pour l'évaluation des 10, donc il faut vraiment prendre ça en compte. Une mauvaise connaissance des textes et des aménagements possibles plonge actuellement encore les 10 dans des impasses, comme on a pu le voir avec les exemples que j'ai donnés. S'ils ne sont pas soutenus par des associations, il ne faut pas oublier que malheureusement, Marion et Irma, elles sont venues nous voir et on a pu les aider à débloquer la situation. Il ne faut pas oublier qu'il y a des 10 qui n'ont pas forcément le réflexe et se découragent, baissent les bras et vont, après 3 années d'études, baisser les bras, ne pas terminer, ne pas aller jusqu'au bout de leur diplôme et rester donc avec un niveau de qualification inférieur à ce qui leur devrait normalement leur niveau. Donc, pour finir sur une positive, avec une bonne application des textes, des adaptations, on aura ainsi la possibilité d'éviter les recours et la maltraitance et permettre à nos 10 d'avancer sans trop d'obstacles. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup.